Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 16e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Ça s'en va et ça revient ». Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre-temps on se retrouve aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche au singulier, le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur l'adresse tranche au singulier, le chiffre 2, couple au singulier, @gmail.com. Pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Et comme toujours, si vous le pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcasts. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de Tranche de couple. Alors, on commence notre podcast, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et la dernière fois, Guillaume, vous avez annoncé un petit feuilleton sur les vaccins. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Absolument, ça s'en va et ça revient comme un vaccin européen. On avait parlé lors du podcast précédent de ces vaccins, de cette saga au sein de l'Union européenne, de la commande des vaccins et combien ça avait été compliqué au début à lancer. Et puis on s'était arrêté sur justement les différents leviers on s'était arrêté, non justement, j'avais prévu de vous parler aujourd'hui des différents leviers de négociations qui ont été ou qui vont être utilisées jusque-là pour accélérer ce processus de vaccination dont on sait qu'il est très important. Alors d'une part, on peut revenir sur le fait que la firme Pfizer a annoncé qu'ils allaient livrer 10 millions de doses supplémentaires dès ce trimestre à l'Union européenne, qui a annoncé qu'elle serait attribuée avec justesse, mais aussi une attention particulière pour aider les pays les plus touchés ou ceux qui avaient omis de commander chez eux, c'est la faute à l'Europe évidemment, les vaccins qui sont les mieux distribués en ce moment. Enfin, en gros, tous ceux qui avaient commandé un peu trop d'AstraZeneca. Coucou Sebastian Kurz, coucou Alexander De Croo. Et d'autre part, et là c'est moins drôle, avec justement AstraZeneca qui est embourbé dans ses obligations contractuelles intenables entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors là, il semble qu'il y ait des soucis dans le contrat de base qui a été passé entre l'Union européenne et AstraZeneca. Contrat, pour la petite histoire, qui n'a pas été passé avec la firme anglaise, mais avec la filiale suédoise d'AstraZeneca. Le contrat a été publié, largement flouté, évidemment, en février. Il y avait plus de parties, je crois, floutées. Je crois que Max, tu pourras confirmer que de parties vraiment lisibles. Hein. Oui, après, comme le floutage avait été un peu mal fait, en fait, en regardant C'est vrai, un petit peu, lol. on arrivait à voir le contenu. Lol. Bref, hashtag boulet. Et donc, en février, début des hostilités et des annonces de report de livraison par la firme, des gros reports, on parlait de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de doses à chaque fois. Elle avait prévu de livrer au premier semestre autour de 80 millions de doses, au premier trimestre, 80 millions de doses à l'Union européenne. On en était au final, je crois, autour de 20 millions. C'est vous dire si les engagements n'ont pas été tout à fait respectés. Et le problème, c'est que le contrat entre AstraZeneca et l'Union européenne est basé sur, je cite, les meilleurs efforts de la compagnie pour livrer l'Union européenne. C'est complètement flou. Ah, le fameux best effort. Best effort, c'est ça. C'est donc complètement fou et complètement flou. Ça n'aurait jamais dû exister dans un contrat de cette ampleur et de cette importance. On s'interroge un peu, je m'interroge un peu à titre personnel sur qui a négocié ce contrat et surtout quelle est l'expérience des juristes de la commission. Ouais, alors il faut quand même. Alors visiblement, la notion de best effort, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour les contrats de vaccins. C'est déjà une notion qui existait auparavant. Je dis mais pas le contraire. Il faut aussi quand même se rendre compte qu'au moment où on négocie ces contrats, donc à l'été dernier. En fait, c'est déjà une prouesse que d'imaginer que des vaccins vont pouvoir voir le jour dans les 6 prochains mois. En gros, en 6 mois, on a réussi à avancer à une telle allure qu'on aurait potentiellement un vaccin qui puisse être disponible 1 an après le début de la pandémie.
alors que c'était un virus qu'on connaissait pas, enfin, certes, peu variante et tout ça. Non, mais je ne remets pas en cause l'ensemble du processus de non, mais création, disons de que conception il y avait de un ce petit peu vaccin qui est extraordinaire. Il y avait un peu l'équilibre à trouver entre la nécessité d'essayer d'avoir une trajectoire et donc un certain nombre de volumes de vaccins qui soient donnés à l'Europe parce qu'on a conscience qu'on est dans un environnement mondialisé, et en même temps le fait que il peut y avoir des problèmes de production, il peut y avoir des problèmes. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça la notion de best effort. Pour remettre dans le contexte aussi cette histoire d'AstraZeneca, c'est que l'Union européenne a exporté quand même au 26 mars 77 millions de doses à l'étranger, dont 21 millions, et là c'est là que ça blesse encore plus, au Royaume-Uni, qui produit lui-même des vaccins sur son territoire, sans que le Royaume-Uni n'ait exporté une seule dose vers l'Union européenne. Par contre, on a appris fortuitement cette semaine que 750 000 doses étaient parties vers l'Australie, probablement pour compenser celles qui avaient été les 200 000 doses qui avaient été saisies en Italie il y a quelques semaines, puisque voilà encore un levier. 200 000 200 000, oui. Ok. Oui, 200 000. C'était pas, il n'y avait pas. Je parle. Alors, il y a deux choses. Il y a quelques semaines, l'Italie a saisi 200 000 doses, était prête à l'export pour l'Australie. Et puis il y a encore eu autre chose, c'est-à-dire que la Commission européenne a ordonné une expertise, une inspection des différents sites d'AstraZeneca. C'était autre chose, Maxime, effectivement. Et là, c'était 30 millions de doses, en fait. On a découvert 30 millions de doses fortuitement cachées dans un entrepôt. Alors, j'ai pas vraiment suivi ce qui s'était passé après, mais enfin, peu importe, c'est pas la question. Je crois qu'ils ont été redistribués finalement au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne ou via le programme COVAX, qui est le programme d'envoi de vaccins vers des pays en développement. Et donc, pour revenir sur le levier qui a été mis en place suite à puisque l'Union européenne s'était rendu compte qu'il y avait quand même un vrai souci là-dedans, fin janvier, il y a un mécanisme de contrôle des exportations qui a été lancé avec pour objectif d'éviter une fuite des vaccins produits en Europe vers des pays tiers, en particulier ceux qui produisent déjà des vaccins. Suivez mon regard. Le mécanisme a été d'ailleurs renforcé fin mars, puisqu'il inclut désormais les principes de réciprocité, c'est-à-dire qu'une exportation de vaccins pourra être refusée si le pays destinataire interdit ou limite ses propres exportations vers l'Union européenne, de facto ou de jure. Et puis un principe de proportionnalité qui permet, elle, de bloquer une exportation vers des pays qui ont des taux de vaccination plus élevés qu'en Europe. Alors, on a parlé de l'Angleterre qui a plutôt une interdiction d'importation de fait. On pourrait parler des États-Unis, même si pour remettre on a appris ça cette semaine aussi grâce à des amis aux États-Unis. Il y a un autre problème pour l'exportation de vaccins aux États-Unis. Il y a une première chose qui est qu'effectivement, ils ont pour l'instant en place un mécanisme qui empêche les exportations. Mais il faut savoir que dans les contrats qu'ils ont signés avec les firmes pharmaceutiques, si des vaccins payés par les États-Unis et produits sur leur sol payés par les États-Unis, en tout cas produits sur leur sol à destination des États-Unis, sont finalement redirigés vers un autre pays, par exemple l'Union européenne, les États-Unis, en tant que pays, restent responsables si jamais certains lots sont défectueux. Donc, ils ne veulent pas non plus prendre de responsabilité. Rappelons quand même, pour terminer cette actu, qu'à ce jour, l'Union européenne a commandé au nom des États membres près de 2,5 milliards de doses de vaccins de première génération, dont 600 millions à Pfizer seul, de quoi vacciner théoriquement avec cette seule commande des 2 tiers de la population, et que cette semaine, l'Union européenne a annoncé qu'elle était en négociation avec différentes sociétés pour commander 1,8 milliard de doses de vaccins dits de deuxième génération, qui devraient être plus efficaces en termes vis-à-vis des variants qui ne manqueront pas d'arriver si le virus continue à circuler. Donc en gros, il y aura ce qu'il faut. La question, c'est savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est une question de timing. Il va falloir faire preuve de patience. Voilà. Et la production d'un vaccin, ça prend du temps et c'est complexe. Ça demande beaucoup de composants. Voilà, c'est quand même pas... Tout n'est pas si simple, voilà. Effectivement. C'est pas un on peut pas juste dire qu'on arrête toutes les exportations vers le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni pourrait, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais tout à fait arrêter l'exportation de certaines parties du vaccin qui sont faites chez eux. Et là, enfin bref, rentrer dans une guerre commerciale, c'est d'intérêt de personne. Bon, alors, petit moment un peu léger, ce qui a beaucoup occupé l'actualité en France. Ça nous a fait beaucoup
rire un peu jaune quand même. C'est cette histoire de resto clandestin et notamment en fait, de plats très chers qui ont été vendus dans des clubs privés par un chef de la jet set, Monsieur Leroy, et puis je sais pas, un organisateur de la jet set ou un membre de la jet set. Un collectionneur fan de Napoléon, Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Marc, Chalençon. Jean-Pierre Chalençon, qui avait déjà fait parler de lui il y a quelques mois, suite à, je sais plus, il y avait une histoire avec une émission de télé, enfin bref, deux mecs, déjà pas très clean à la base. Voilà, et donc ils ont organisé des dîners clandestins. D'ailleurs, ils s'en cachaient pas. Ils avaient des publications sur Instagram. D'ailleurs, ce qui a déclenché, n'est-ce pas, pas mal de rires et de moqueries, parce que les plats qui étaient proposés, alors qui n'étaient probablement pas vendus 400 €, qui était le menu le plus cher visiblement dans ce resto clandestin chez Monsieur Chalençon, au Palais Viviane. Voilà, et donc cette semaine, il y a eu des grandes polémiques parce que un des serveurs a dit qu'il y avait un membre du gouvernement qui était présent. Alors Chalençon a dit le souci, c'est que Chalençon avait balancé qu'il y avait un ministre qui était prévu, qui avait assisté à un des dîners. Non, il a dit j'ai mangé dans certains restaurants clandestins avec des membres du gouvernement. C'est l'histoire en fait, toi. Oui, mais donc c'était pas forcément chez lui. C'était pas clair, c'était un peu début. flou. Puis après, il a dit que c'était un poisson d'avril. On a eu droit au poisson d'avril. Et du coup, après, ils ont tous les deux été perquisitionnés et mis en garde à vue. Voilà. End of story. On n'est pas sûr. Non, quand même. Il y a des gens qui ont reconnu qu'ils avaient dîné avec lui. Absolument. On a appris aujourd'hui qu'il y a un ministre, pas les ministres, d'ailleurs, en exercice. Non, vous vous souvenez de c'était quoi déjà sa petite phrase? Les étrangers, c'est quand il y en a pas, quand il y en a un que c'est le problème, c'est quand il y en a plusieurs. Allez, on parle de qui là? Allez, réfléchissez un peu. Un ministre, Roux, Auvergnat, Brice Hortefeux. Et voilà, bingo. Brice Hortefeux a donc été avoué avoir été de bonne foi, je dis bien de bonne foi, mangé dans un restaurant clandestin alors que les restaurants sont fermés. Je vous laisse méditer. C'était un club privé. Je vous laisse méditer le concept de bonne foi, restaurant et fermeture. Voilà. Bon, on notera quand même que Philippe Etchebest, qui, vous le savez, était très vocal sur la fermeture des restaurants depuis le début de cette crise, a pété un câble en disant que c'était scandaleux. Mais je pense que Philippe Etchebest a raison d'être très vocal, y compris sur ce genre de sujet. Ça prouve aussi qu'il y a un sens quand même, voilà. J'apprécie la façon dont il traite les choses. Deuxième sujet, Union européenne, ça c'est pour faire plaisir à belle maman, hein, Max. Oui, alors en faisant le tour de l'actualité de cette semaine... maman, si tu nous entends. Voilà, c'était ma belle-maman et sa maman. Hein. Il nous a semblé qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce qui a été appelé le Sofagate. Alors bon, pour commencer, je vais peut-être vous resituer la scène. Vous le savez, la relation entre l'Union européenne et la Turquie n'est pas simple. Quel euphémisme. C'était le bordel ces derniers mois. Encore plus ces derniers mois, effectivement, où il y a eu de sérieuses tensions entre certains États membres et la Turquie, notamment autour de Chypre. En début d'année... Et autour de la Grèce et de la prospection turque en Méditerranée, on vous en avait parlé dans un épisode précédent. Exactement. Donc en début d'année, le président turc Recep Erdogan s'était déclaré favorable à une certaine relance, un renouveau de la relation avec l'Union européenne. Et lors du dernier Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont validé cette nouvelle approche pour essayer de relancer la coopération, mais sous conditions. Et donc c'était l'objet du déplacement du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 6 avril dernier à Ankara. Alors c'est un type d'échange qui est assez traditionnel entre les représentants des États membres de l'Union européenne et celui de l'exécutif avec le président d'un pays tiers. Alors la scène, vous l'avez peut-être vue sur Internet, c'est vraiment celle-ci qui est au cœur du Sofagate. C'est que globalement, à l'endroit où ils devaient discuter, au lieu d'avoir un fauteuil pour chacun des deux représentants de l'Union européenne, à égalité avec le président turc, en fait, il n'y avait qu'un seul fauteuil. Et donc, le second représentant de l'Union européenne devait s'installer sur le canapé. Alors, en fait, Charles Michel s'installe dans cette séquence, l'air de rien, sur le fauteuil. En plus, Charles Michel, il fait très bien l'air de rien, avec son petit air un peu dans la lune. Ça lui va super bien, cette description. Et il laisse Ursula von der Leyen debout, avec un espèce de... elle est un peu interloquée, s'interrogeant sur la manière dont elle est traitée. Alors, autant dire tout de suite, il y a plusieurs niveaux de lecture de cet incident.
Alors d'abord, il y a un niveau de lecture protocolaire. Alors, oui, mais vous le savez, ces rencontres diplomatiques sont régulées par un protocole très très strict qui permet justement de savoir si tel président, tel roi, tel premier ministre doit s'asseoir avant ou après tel autre. Alors vous le savez aussi, l'Union européenne elle a plusieurs têtes, c'est un peu un casse-tête. Il y a des présidents des 3 institutions que sont le Conseil, la Commission et le Parlement. Et puis en matière de politique étrangère, l'Union européenne dispose aussi d'un haut représentant qui est tenu par Joseph Borrell. Donc il y a un ordre protocolaire qui a été prédéfini pour les interactions internationales, qui définit l'ordre suivant. D'abord le président du Conseil européen, ensuite le président de la Commission et enfin le haut représentant pour la politique étrangère de sécurité. Alors d'un point de vue protocolaire, ça veut dire qu'on doit les placer dans cet ordre-là. Et si on se retrouve dans une situation où il n'y a qu'un représentant principal, alors la préséance est donnée au président du Conseil. Alors de ce point de vue, vous me direz, tout est clair, pas de raison de polémiquer. Oui, mais enfin, c'est un peu facile. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils n'avaient pas des services de protocole chacun qui probablement se parlent ou pas entre eux et tout ça pour faire en sorte que ce genre d'incident n'arrive pas. Effectivement, ils ont des services de protocole. Et puis d'ailleurs, c'était quand même une visite qui était assez prévue. Et c'est bien le deuxième niveau de lecture. C'était pas n'importe quelle visite, parce que c'était une visite des 2 responsables européens pour rencontrer Erdogan. C'était pas une visite où c'était Charles Michel et puis Charles Michel avait amené son conseiller. Et notamment parce que certains sujets relèvent de la Commission européenne qui a une responsabilité déléguée sur un certain nombre de sujets, notamment lorsqu'il s'agit de questions commerciales ou douanières. Du coup, de ce point de vue-là, il n'y avait aucune raison de reléguer la présidente de la Commission européenne à un rang inférieur et on pouvait simplement donner un siège additionnel à Madame von der Leyen. En termes de protocole, Charles Michel aurait pris la parole en premier et puis Madame von der Leyen en deuxième. Voilà, du coup, c'était assez simple. D'ailleurs, lors de la dernière rencontre de ce type en Turquie, c'est comme ça que ça s'était passé. Oui, mais encore, c'est là qu'intervient le 3e niveau de lecture. Eh oui. Maman, c'est là qu'il faut que tu écoutes. Madame von der Leyen est une femme. Et la Turquie et le président Erdogan, notamment, ont une vision de la femme en infériorité de l'homme. Oui, en 2021... Et ça s'applique aussi lors de visites diplomatiques, visiblement. Donc le choix de ne pas mettre Ursula von der Leyen sur un fauteuil, mais de la reléguer sur un canapé à distance, témoigne d'une volonté de marquer cette différence, qui n'était pas marquée comme telle dans le passé, lorsque la présidence de la Commission était tenue par un homme, justement. Alors rappelons également que la Turquie a décidé en mars dernier de se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à la violence domestique, signée en 2011. Par la Turquie ? À Istanbul. Ah, en plus. Eh oui. Ça craint. Et donc tout un symbole et naturellement un enjeu de la relation entre la Turquie et l'Union européenne, puisque dans toutes les coopérations de l'Union européenne, la question des valeurs et des valeurs partagées est un élément extrêmement important. Et alors c'est dans ce contexte que la réaction, ou plutôt l'absence de réaction de Charles Michel, a choqué. Oui, parce que du coup, il aurait dû identifier le problème et ne pas simplement s'asseoir comme si de rien n'était. Il en va justement des valeurs que l'Union européenne se doit de porter dans sa représentation à l'étranger. Et certains ont dit qu'il aurait pu lui laisser sa place. C'est sûr, il aurait ainsi envoyé un clair message au président turc. Mais je pense que plus simplement, de mon point de vue, il aurait dû rester debout en faisant remarquer qu'il manquait une deuxième chaise. Mais au final, le pire, c'est que c'est en fait plutôt pour l'Union européenne que ça craint. Oui, parce que d'une part, en montrant les rivalités entre les 2 institutions et l'impossibilité de présenter un front uni européen, parce qu'en fait, en réalité, le problème, il aurait dû être identifié dans la pré-visite, mais il se trouve que apparemment, il n'y avait que des conseillers diplomatiques de Charles Michel qui sont venus et pas de conseillers diplomatiques de la Commission européenne. Les Allemands et les économies de budget. Je crois que ça craint pour le chef du protocole à la Commission. Comme disait Gérard Haro, il y en a 2 qui vont sauter. Le président le chef du protocole. Le protocole de la Commission et l'ambassadeur européen à Ankara. Alors, deuxième raison pour laquelle ça craint, c'est qu'on parle que de ça, alors qu'il y avait de vrais enjeux dans cette visite pour la relation avec la Turquie, y compris d'ailleurs sur ce sujet de la sortie de la Convention d'Istanbul par Ankara. Et enfin, une nouvelle fois, malheureusement, l'Union européenne se trouve humiliée sur la scène internationale après la visite de Joseph Borrell à Moscou. On en avait parlé. Bon, en gros, il reste beaucoup de chemin à parcourir et les Turcs doivent
Diviser pour mieux régner, on est dedans. Alors, on passe à notre petit point belgitude. On va passer sur un point beaucoup plus léger, beaucoup plus légumes, verdure et fraîcheur, n'est-ce pas? Puisque je vais vous parler du chicon, patrimoine immatériel de la Belgique. Et d'abord, si je vous dis je suis con, vous me dites? Moi aussi. Ha ha ha! Qu'est-ce qu'on est drôle aujourd'hui, on a bouffé du clown. Le chicon belge n'est en réalité autre chose que notre endive française. Enfin, notre. Pas vraiment, puisque le chicon a été créé à partir de la chicorée, quelque part dans le courant du 19e siècle, en Belgique et à Bruxelles plus précisément, probablement, mais pas certainement, par l'un des chefs jardiniers du jardin botanique de Bruxelles. Ah bah c'est con, du coup on a dû garder le mot chicon, du coup même, y compris en français. Ouais, alors j'ai pas étudié pourquoi les mots ont changé, hein, c'était la linguistique et ses mystères, mais la culture s'est donc d'abord développée dans Bruxelles, puis face à l'urbanisation dans sa périphérie, et enfin un peu partout en Belgique, et dans le nord de la France où elle a pris le nom d'endive. C'est un légume qui continue à faire fureur, et c'est à l'initiative des compagnons du Wittlof et des ASBL Sputnik et de Brigade. Ah oui, Wittlof, c'est le mot néerlandophone pour chicon. Donc chicon, endive, Wittlof, vous suivez, c'est la même chose, en gros. C'est bon? Compris? Bon. Et on en est fort heureux parce que finalement, c'est un légume qui est aux possibilités infinies. Chicon braisé, chicon au gratin, chicon au jambon. Ah oui, chicon au gratin, chicon au jambon, c'est la même chose, mais en Belgique et en France. Ouais, bon, tout ceci est très compliqué. En salade, c'est donc un légume qu'on utilise au quotidien. Pendant la saison d'hiver, on s'en lasse un peu à la fin, on a hâte de passer à autre chose, mais en attendant, bon appétit. Et qui a donc été classé au patrimoine immatériel de Bruxelles. Absolument, c'est ça. Le chicon fait pareil maintenant, patrimoine immatériel à Bruxelles. Excellent. Alors on passe maintenant à la rubrique vie de couple. Absolument. Et Guillaume, tu voulais parler d'anniversaire confiné? Oh bah on a déjà fêté son anniversaire à Max il y a 2 semaines, hein. C'était juste avant le début du confinement, c'était le jour du début du confinement. Moi j'ai traditionnellement mon anniversaire 2 semaines après Max, tous les ans c'est à peu près 2 semaines, hein. Un ou 2 jours près. Hein? Bah oui, c'est 2 Tous les semaines. ans c'est pile poil 2 semaines après Max. Et j'ai eu droit à un deuxième anniversaire confiné, alors je suis évidemment ravi, hein. C'est super chouette de pouvoir passer... de fêter ça avec Max. Après, on finit pas quand même un peu par se lasser et on se dit que c'est un peu injuste quand même. Et on espère que tout le monde aura droit à un anniversaire confiné un jour à l'autre, parce que je rappelle quand même que ceux qui sont nés en juin, juillet, août ou septembre n'ont toujours pas eu un seul anniversaire confiné et je suis quand même très jaloux là-dessus. Ouais, bon, on espère quand même que on reconfinera que ceux qui sont nés en juin, juillet, août et septembre. On reconfinera pas cet été et puis qu'on confinera pas non plus en octobre, novembre, décembre pour que ceux qui n'ont eu qu'un seul anniversaire confiné en aient pas un deuxième. Donc en gros, on se fait avoir globalement. Globalement, c'est ça. Mais bon, on passe quand même des bons moments. C'est assez chouette. On a encore fait une chouette commande de restaurant hier. Dans un autre restaurant, on a fait des infidélités à notre 65 degrés. Si vous nous entendez, on vous aime toujours beaucoup. Hein, on revient vers vous très vite. Et voilà, on profite. On reprend ce troisième confinement avec beaucoup de philosophie, j'ai envie de dire. Une certaine lassitude, mais l'espoir, la lumière au bout du tunnel. On a hâte de se faire piquer. Voilà, on va pas se mentir. Je crois que on en est tous là. Prendre une dose, quoi. On veut prendre une dose, c'est ça. Pardon, excusez-nous, mais il y a beaucoup de jeux de mots autour de cette formulation. Voilà, on vous parlera de ce super outil dans le prochain podcast. Hein, Vite Tracker, vite ma dose. Vous nous le rappelez si on oublie, mais on vous en parle dans le prochain podcast. Bref, voilà, on attend notre petite picouse avec beaucoup. Je crois que j'ai jamais attendu de me faire piquer avec autant d'impatience de toute ma vie. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, on continue à faire nos petites balades. On en a un petit peu marre du tour de chez nous quand même. On maîtrise bien. Il y a plusieurs circuits, mais ça revient un peu toujours rapidement quand même à la même chose. Puis vu le temps qu'il fait en ce moment, on va pas sortir en vélo. Hein, voilà. Je sais pas si vous entendez. Ah non, en fait, on l'entend pas. Mais on est sous les Velux, et donc s'il avait plu, vous auriez entendu le doux chant de la pluie sur les Velux. Peut-être qu'au début du podcast, ils l'auront entendu. Voilà, on continue à jouer à Fortnite.
On a atteint quasiment le niveau 50, donc c'est pas mal. Ouais, ça change. La saison précédente, on avait 30 niveaux d'écart. Maintenant, on est à peu près au même Non, niveau. Guillaume est devant moi. Voilà. Et puis, on s'est dit qu'on Pourtant, allait on en fait moins que lui. on allait vous parler d'un sujet aussi qui nous occupe un petit peu. On ne sait pas si on l'a déjà mentionné, mais on a décidé que notre prochaine voiture sera une voiture électrique. C'est un grand pas. Et du coup, même si c'est pas pour tout de suite, c'est un sujet qui occupe un petit peu nos conversations. Et aussi pas mal de temps pour se renseigner, notamment quand on est un peu geek, comme Max. Eh oui. Alors, lorsqu'on dit à notre entourage qu'on veut passer à une voiture électrique, on voit qu'ils sont quand même généralement un peu surpris et qu'il y a quand même pas mal d'a priori qui restent. Hein. Fiabilité, autonomie, pollution même. On va pas en faire un grand sujet parce que sinon on pourrait y passer un podcast entier. Hein, mais, non, d'autant qu'en plus, notamment sur le sujet de la pollution qu'engendrerait la voiture électrique à cause de la batterie, hein, qui serait plus polluante qu'une voiture thermique, on en a déjà parlé et on vous encourage à regarder le documentaire super bien foutu dont on avait parlé, Contresens. Et puis un épisode très bien fait sur YouTube de POA, une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle est les petits observateurs automobiles, sur l'analyse du cycle de vie dans l'automobile. Alors, ceci étant évacué, le sujet principal de la voiture électrique, c'est la peur de tomber en panne, surtout quand on fait des grands trajets. Alors du coup, on vous propose de se focaliser un petit peu là-dessus aujourd'hui. L'autonomie, c'est bien sûr un sujet sur lequel on a réfléchi, hein, parce que vous le savez, on habite en Belgique, on fait régulièrement des trajets en France, notamment pour aller en région Rhône-Alpes où se trouvent nos familles. Donc du coup, c'est quand même un trajet de 700 à 800 km qu'on va faire régulièrement, sans oublier les petits détours par le sud de la France ou par l'Aveyron. Alors, en fait, aujourd'hui, faire de longs trajets en voiture électrique, c'est plus vraiment un sujet. Parce qu'il existe des différents réseaux de bornes de recharge à haute intensité, donc en courant continu, qui permettent de récupérer en réalité une autonomie suffisante de manière assez rapide pour faire son trajet. Alors du coup, il faut savoir que c'est très différent de quand on conduit une voiture thermique avec de l'essence, parce que la batterie, plus elle est vide, plus elle se recharge, elle récupère une grande quantité d'énergie et donc de kilomètres. Du coup, il vaut mieux privilégier des sessions de recharge où on arrive avec une batterie quasiment à vide et où on recharge seulement jusqu'à 80%, que de rester connecté jusqu'à 100%, parce que la partie pour récupérer entre 80 et 100%, en fait, on va quasiment attendre autant de temps qu'on a attendu entre 0 et 80. Donc c'est pour ça qu'en général, on fait plusieurs courts arrêts qui correspondent en réalité à vos pauses pipi, changement de conducteur, et puis peut-être si vous arrêtez pour déjeuner, vous pouvez faire une pause un peu plus longue. Changement de couche, voilà. Pour les enfants. Alors pour vous donner une idée, en 5 minutes, on peut retrouver quasiment 120 km d'autonomie, ce qui est quand même pas rien. Alors bien sûr, tout dépend aussi de la vitesse de recharge de votre véhicule et puis des bornes de chargement. Et du coup, t'as pas un petit truc là pour permettre à nos chers auditeurs de simuler un trajet en voiture? Parce que je crois que c'est un des trucs qui cartonne aussi avec eux. Eh bien oui, alors en fait, effectivement, vous pouvez regarder sur le site ebetterrouteplanner.com. On vous mettra le lien dans le lien de ce podcast peut-être, et puis sur les réseaux. C'est super fiable et ça vous permet en gros de simuler votre trajet. Et globalement, nous, on se rend compte qu'on aura à peu près entre une demi-heure et 1 heure de plus sur le trajet. Mais comme on s'arrête déjà, en fait, on va pas tellement avoir plus de temps de trajet. On va peut-être avoir une demi-heure de plus, mais on s'arrête déjà quand même. Faudrait qu'on demande à Thésée du coup et aux fournisseurs de champagne qu'ils installent une borne de recharge électrique chez eux, parce que ça, c'est des arrêts qu'on fait régulièrement quand même. Champagne ou le vin, hein, ça marche aussi pour les Côtes du Rhône ou la Bourgogne, hein, je veux dire. Non, mais c'est peut-être, il faut peut-être qu'on les contacte. Hein. Pas faux. Alors les longs trajets, c'est une chose, mais en fait, c'est seulement, disons, on le fait pas tout le temps. Hein. Le quotidien, c'est plutôt des petits trajets, et du coup là, on n'a pas besoin de recharger à haute intensité. Parce que l'idée, c'est qu'on peut recharger sur des prises où on reste connecté plus longtemps, que ce soit la nuit ou en journée, par exemple au boulot. Alors on peut effectivement recharger chez soi sur une prise traditionnelle qui est prévue pour, c'est-à-dire qu'en général on les renforce un petit peu avec un disjoncteur par exemple, ou une prise bleue, les prises camping-car. Certains choisissent aussi d'installer une borne de recharge.
Alors, quand on fait l'analyse, c'est surtout pertinent si on fait beaucoup de kilomètres au quotidien, parce que si vous faites juste 20 km au quotidien, en gros, sur une prise traditionnelle, ça suffira. Je vous raconte pas combien de temps on a passé cette semaine à essayer de comprendre quel dispositif on pouvait mettre en place dans la maison. Donc on a une maison qui donne sur la rue, on n'a pas de garage, on s'est posé plein de questions sur comment est-ce qu'on pourrait rechercher cette voiture depuis chez nous. On a pensé, est-ce qu'on devrait acheter un parking? Oui, mais si on achète un parking couvert, est-ce qu'on va avoir le droit d'installer la borne? Oui, mais si on a le droit d'installer la borne, combien ça va coûter? Oui, mais si ça coûte, est-ce que c'est vraiment rentable d'acheter un parking ou est-ce qu'il vaut mieux trouver une solution devant la maison avec un fil suspendu ou qui passe par terre? Enfin, on a beaucoup réfléchi. Voilà, parce que en fait, la recharge à la maison, c'est celle qui vous coûtera le moins cher. Parce que globalement, nous on a un coût de 5 centimes au kilowattheure, donc c'est vraiment pas très cher. Mais bon, il y a aussi des solutions, notamment de plus en plus de villes et de régions mettent en place des réseaux de recharge, pas à haute intensité, mais plutôt classique, de recharge moyenne ou basse intensité, sur la voie publique. Et du coup, ceux qui n'ont pas de maison ou de parking dans lequel ils peuvent se recharger, ils peuvent se charger sur ces bornes-là. Alors c'est le cas à Bruxelles, où par exemple Total a remporté un marché, il déploie des bornes de recharge dans toute la ville. Tu arrives, tu te gares, tu peux rester gratuitement pendant 6 heures et si tu es en charge. Voilà, donc ça, on va dire que c'était un petit point sur l'autonomie. Peut-être qu'on reviendra sur d'autres aspects, mais effectivement, c'est un sujet qui ça a pris du temps dans notre confinement, finalement, de réfléchir à tout ça. Vous voyez, on est original et on est originaux et on essaye de varier les sujets. Alors, sachez aussi que sur YouTube, vous trouvez vraiment beaucoup de petites vidéos très bien faites, que ce soit sur les voitures, entre ça sur et la Fortnite, recharge. Je le vois plus. Voilà, donc c'est une très très bonne ressource. Allez, on passe à la dernière partie. Guillaume, rubrique découverte. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la numérisation. Et de rien la à voir là. Bayeux. Ça s'en va et ça revient. La tapisserie de Bayeux, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, va s'en aller pendant 2 ans, entre 2024 et 2026, pour revenir en pleine forme en 2026 après une restauration. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que pour moi, la tapisserie de Bayeux, c'est un peu un rêve de gosse. Quand on allait visiter la région et les plages du débarquement notamment, le musée de la tapisserie, c'était aussi un arrêt obligé. Chevalier, princesse, dragon, enfin presque animaux mystiques en tout cas. Moi, ça m'a toujours fait rêver, même si il vaut a priori mieux rêver à cette époque que d'y être. Quand on grandit, on prend conscience de ça aussi. Et donc la tapisserie de Bayeux, ou tapisserie de la Reine Mathilde, pour vous remettre le contexte, c'est une gigantesque broderie datant du XIe siècle. C'est en fait une sorte de BD ancienne qui nous ramène à une époque comprise entre 1064 et 1066. Et qui nous explique un peu comment Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, en a été amené à conquérir pour la seule et unique fois de l'histoire l'Angleterre depuis l'Europe, depuis le continent. Pour l'époque, c'était exceptionnel d'ailleurs qu'elle représente autre chose que des scènes religieuses, religieuses, bien qu'elle ait d'ailleurs été, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, commandée par un évêque. Elle est longue de 70 mètres, haute de 1,50 m, et c'est l'un des meilleurs témoignages de l'époque qui nous soit parvenu. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est aussi parce qu'elle a été entièrement numérisée en 2017, en presque 3000 photos à l'endroit et au revers, qui ont permis, malgré sa grande fragilité, de la rendre accessible d'abord au corps scientifique, plus largement que ce qu'elle était avant, où les visites et les études sur cette tapisserie, compte tenu de son état et de sa fragilité, étaient assez limitées. Et puis, depuis le mois de février de cette année, elle est accessible à tous et à toutes via le site internet des musées de Bayeux. On vous mettra évidemment le lien sur les réseaux sociaux pour aller justement observer ce joyau. Alors, certains internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de relever l'un ou l'autre détail cocasse, des personnages complètement nus. On vous en dira plus sur Twitter. Magnifique. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Ça s'en va et ça revient. Dans 2 semaines. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Absolument, on vous retrouve en tout cas pour un prochain épisode. On revient dans 15 jours et d'ici là sur Twitter et Facebook. Gros bisous, continuez à sortir masqué et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.